Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. C'étaient les derniers instants de bonheur avant que tout bascule vers un tragique destin, suite à l'envahissement de la Pologne par l'Allemagne nazie. Ce conflit, qui intègre une dimension génocidaire, s'achève avec une Europe bouleversée et ruinée qui a perdu définitivement sa prépondérance. Les populations locales ont accueilli de nombreux réfugiés, espagnols, polonais, ardennais. Elles ont vu sur leur sol des soldats allemands, des prisonniers coloniaux. Ce livre, abondamment illustré de photographies d'archives, retrace ces années de guerre telles qu'elles ont été vécues dans les deux anciens cantons d'Hervaux et de Saint-Loup-sur-Thouy. Je ne sais pas si c'est nécessaire de me présenter. Je suis donc Michel Perrault et j'interviens en tant que président du comité du souvenir français. Mais je suis bien accompagné dans cette opération parce que j'appelle les trois autres mousquetaires. Vous avez Huguette Rousseau, que presque tout le monde connaît, et c'est vraiment la cheville ouvrière de ce projet. C'est quand même elle, effectivement, qui a fait le gros du boulot. Donc nous, je dirais, on l'a aidée, mais c'est quand même elle qui en a rédigé une bonne partie. Alors, Mathieu aussi, qui le plus souvent, c'est lui qui a le micro actuellement, parce que lui-même, donc, il a déjà écrit un livre sur le même sujet, mais enfin tout à l'heure on fera peut-être un petit peu la nuance, et donc il est historien de formation, et donc il a participé avec nous à la rédaction. Et en même temps, on peut dire aussi que tu es le vice-président du Souvenir français. Donc il y a une place à prendre. Alors, Jean-Pierre Bironneau, lui, lui aussi fait partie des mousquetaires, mais on en parlera tout à l'heure. Il fait même partie des tout premiers mousquetaires qui, en 2000, étaient là pour l'inauguration du mémorial polonais. Alors on peut peut-être excuser aussi quand même, j'ai cité tous ceux qui étaient présents, excuser donc Madame la préfète, Monsieur le sous-préfet, les sénateurs, Monsieur le député et Pascal Bironneau, maire de Saint-Loup. Et comment nous en sommes venus à ce projet? Eh bien, il se trouve qu'en premier, on a reçu un avis, une proposition de subvention du Fonds pour le développement de la vie associative, c'était déjà en 2021, qui nous disait apporter une attention particulière à l'aide au développement d'actions mobilisant le devoir de la mémoire et de compréhension des mouvements historiques en lien avec les conflits du XXe siècle. Donc on s'est dit, pile poil, on va peut-être pouvoir bénéficier de cette subvention. Donc cette subvention nous a permis de commencer à envisager un projet et on s'est dit, puisque c'est un projet local, on va également demander à la mairie et à la communauté de communes. Donc on les remercie de leur participation. Et puis en fin de course, on s'est dit, puisque le Crédit Agricole, c'est une association mutualiste, donc on va également leur demander quelques sous, et généreusement, donc ils nous ont accordé une subvention. Donc voilà, c'est pas rien, mais le nerf de la guerre, c'est un peu l'argent. Enfin, c'est pas uniquement pour gagner de l'argent qu'on a fait ça. Notre objectif, quand même, c'était de témoigner avant tout des faits historiques importants qui se sont passés dans notre région, dans notre secteur d'Hervaux-Saint-Loup. D'où le titre Hervaudet, Val du Thouet, miroir de la Seconde Guerre mondiale. Mais aussi, nous avons voulu témoigner du vécu des habitants, de nos hameaux, de nos villages, des difficultés de la vie quotidienne, mais aussi parfois de l'engagement patriotique de certains, tels que l'accueil des réfugiés, la résistance, les réseaux d'évasion. Et également, puisque nous sommes du Souvenir français, nous avons voulu rendre hommage à tous nos prédécesseurs et tous les gens qui se sont engagés
dans le souvenir français pour la mémoire et entretenir donc le souvenir de tous ces événements. Et justement, Jean-Pierre, tu as fait partie de ceux que l'on peut appeler donc les premiers mousquetaires qui ont été à l'initiative de la sortie du camp de Velucher des oubliettes de l'histoire et qui ont permis de faire revivre cette histoire locale de la Seconde Guerre mondiale. Peux-tu nous résumer brièvement comment ça s'est passé? Oui, merci Michel. Oui, effectivement, nous, les élus de Velucher, avec Roland Morisset et moi, Roland Morisset décédé malheureusement depuis, nous parlions souvent de ce camp. Nous le connaissions par sa grandeur, avec ses nombreuses plateformes, ses fondations, ses ruines, et qui marquent encore le terrain aujourd'hui. Il faut savoir qu'ils ont quand même construit 500 baraquements, que ce camp faisait 3,5 km, et ça nous paraissait d'une grande, de très grand, et ça nous paraissait sortir un peu de l'ordinaire. Bon, personnellement, moi, je les connais à peu près tous, ces emplacements. Étant chasseur, ben, j'ai beaucoup chassé dans les bois, et puis j'habite presque dans le camp, puisqu'il me suffit de traverser la route, et le camp une partie du camp est juste en face. Ensuite, on trouvait cette croix qui avait été érigée par les Polonais, à côté du château d'eau de Vallandin, et lorsque Scory s'est installé, cette croix, elle a été cassée au moment des travaux routiers pour l'élargissement de la route pour permettre l'accès à cette entreprise. Et à cette époque, Roland s'était inquiété, justement, pour cette croix, sur la suite qui lui serait réservée. Alors, elle a été replacée sur le bord de la route, après les travaux, mais sans être réparée. Elle était beaucoup moins haute qu'à l'origine. Et avant l'an 2000, avant la mise en place de ce mémorial, nous, les gens de Velucher, il était fréquent de voir des voitures s'arrêter et de demander où était le camp. Souvent, c'était des 59, des 62, le Nord-Pas-de-Calais, puisque ces gens-là, beaucoup venaient de vers là-bas. Et on devinait bien, dès qu'on les voyait, on savait ce qu'ils cherchaient. Jusqu'au jour où une voiture, qui cherchait le camp elle aussi, s'est arrêtée, et la personne qui les a renseignés, une fois rentrée chez elle, a prévenu son mari, qui n'était autre que Roland Morisset, alors maire des Jumeaux, et qui part à leur rencontre. Et les deux personnes qu'il va trouver ne sont autres que monsieur et madame Medrala. Alors, beaucoup d'entre vous ont déjà sûrement entendu parler de monsieur et madame Medrala. Ce sont des gens, ils habitent la région parisienne, et leur père et leur beau-père, qui étaient d'origine polonaise, sont passés par le camp de Velucher au sein de la 2e division d'infanterie polonaise. Alors ces gens-là étaient très documentés sur cette histoire, et en plus très intéressés pour donner une suite à leur visite. Alors au retour, Roland passe me voir, et on discute de cette rencontre. Et on met monsieur et madame Medrala en relation avec monsieur Boucher, monsieur François Boucher, qui était à l'époque vice-président du Conseil général. Et du coup, une décision a été prise de faire revivre ces événements de plus de 60 ans et de les sortir des oubliettes de l'histoire en aménageant un lieu de mémoire. Alors, ensemble, nous mettons en place un comité de pilotage avec les maires concernés, et nous faisons appel au Souvenir français, le comité d'Hervaux, pour porter le projet qui a accepté, après décision de la délégation départementale. Alors, nous réunissions les maires de Saint-Loup, Hervaux, Assais, le conseil général, bien sûr, et au sein de ce conseil général, il y a une personne qui nous a beaucoup aidé également. Il s'agit de madame Demeyer, le Souvenir français, monsieur et madame Medrala, l'entreprise Calcia, etc., autour de la table donc, qui formait ce comité de pilotage. Il est décidé qu'un mémorial sera aménagé près du château d'eau de Vallandin, et avec l'accord de monsieur Kervivinen, directeur de chez Calcia et propriétaire du terrain. On va l'intituler le mémorial du camp militaire polonais de Velucher. La croix sera déplacée avec un panneau explicatif
ainsi que des drapeaux qui seront mis en place, les drapeaux polonais et le drapeau français. Son but, c'est rappeler la mémoire des soldats polonais passés dans ce camp, dans le but de reconstituer une partie de leur armée. 2 divisions étaient prévues. Ici, sont passés environ 30 000 soldats polonais, et nombre d'entre eux sont morts pour la France, du côté de Belfort, où ils ont été engagés. Et le 9 septembre 2000, une grande cérémonie a eu lieu pour son inauguration, en présence des autorités départementales et nationales, les préfets, sous-préfets, les élus, les maires, les conseillers généraux, le consul de Pologne en France, Monseigneur Kiedrowski, un aumônier polonais, les représentants de Biała Podlaska, c'est une association de jumelage enfin, avec la Pologne, le comité de pilotage et une assistance nombreuse et même un ancien combattant de la 2e division d'infanterie qui était sur place dans un fauteuil roulant, mais il était là. Concrètement, cette 2e division, elle est montée au front, tandis que la 4e, en cours de formation, a reçu l'ordre de rejoindre l'Angleterre par les ports de l'Atlantique, et cette 4e division, plus tard, a participé à la libération de la France en 1944. Concernant ce camp, la direction de la construction du camp a été confiée à un détachement du 6e régiment du génie à Angers. Et il était placé sous le commandement du capitaine Brefeil, originaire de la Chapelle-Saint-Laurent. 1000 réfugiés espagnols qui fuyaient le régime franquiste ont participé à sa construction. Depuis cette inauguration, nous avons maintenant le suivi de construction du camp grâce à Madame Brefeil, qui nous a confié, sans que nous lui demandions, la valise de son mari avec tous les précieux documents de la construction du camp, les journaux de marche, l'ordre de réquisition des terrains, le plan complet du camp qu'il avait lui-même élaboré, les champs de tir, etc., etc. Le capitaine Brefeil a reçu l'ordre d'abandonner le camp le mercredi 19 juin 1940 à 16 h, et ça a été précédé par l'envoi à pied de 500 chevaux, encadrés par 250 hommes du génie, direction Confolens. Le détachement du régiment du génie s'est dissous de lui-même au lieu-dit Le Coudray, sur la commune de Saint-Romain-en-Charroux, dans le sud de Vienne, où il s'était installé. Voilà. Pour aujourd'hui, on ne va pas révéler tout ce qui est inscrit dans le livre. Voilà un peu, Michel, comment on est venu à mettre en place et à aménager ce mémorial qui aujourd'hui, bon, tout le monde le connaît, il est visité régulièrement. On voit des gens passer, on voit des gens s'arrêter. Moi, j'en vois, donc je ne suis sûrement pas le seul. Et voilà. Bon, merci Jean-Pierre. Maintenant, je vais passer la parole à Mathieu. Mathieu, je sais que tu as déjà fait ton mémoire de master et édité un livre sur le camp dont vient de parler Jean-Pierre, mais aussi tu as parlé du Frontstalag 231, des prisonniers coloniaux, qui a été établi à la suite du départ des Polonais, et aussi, naturellement, sur les origines de la nécropole. Peux-tu nous parler de tes recherches? Et pour aller plus loin, peux-tu nous dire quel est le rôle de l'historien dans un projet comme celui-ci? Merci Michel, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ici et bien entouré avec Michel Huguette et Jean-Pierre pour vous parler d'un sujet qu'on tient à évoquer et à réévoquer, qui est la Seconde Guerre mondiale en Hervaudais, Val du Thouet, avec ce début-là que Jean-Pierre a évoqué sur le travail de mémoire concret qui a été lancé il y a maintenant plus de 20 ans. Et donc, moi, j'ai fait que prendre le relais avec l'aide de mes acolytes autour de moi sur le camp de Veluché, donc il y a en 2018 maintenant, où j'ai commencé des recherches, où on avait déjà de la matière ici, comme Jean-Pierre l'a montré, mais il fallait aller plus loin, montrer la deuxième partie du camp, effectivement, sur le Frontstalag, donc le camp de prisonniers de guerre coloniaux,
Et puis, évidemment, ce travail-là permet de voir à peu près le contexte qu'il y a autour, de comprendre des choses, mais d'avoir que des fils qui sont visibles, où il faut tirer la pelote, qu'on a pu faire avec ce livre aussi. Et donc, comme vous le savez, il y a les archives municipales, à Ervaux, dans toutes les communes aussi qui sont citées dans le livre, qui regorgent d'informations intéressantes, les archives départementales, des Deux-Sèvres aussi, qui ont des informations intéressantes et passionnantes dont on fait part un peu aussi dans ce livre-là, et après les archives militaires au niveau national et les archives militaires allemandes aussi, qui peuvent nous apporter beaucoup de choses au niveau de cette histoire-là, qui est pas si loin que ça, on va dire historiquement, qui peut le paraître pour nous, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont connu cette période-là, malheureusement, et donc c'est plutôt intéressant pour nous. On a de la mémoire vivante, on va dire, à exploiter, qu'on a exploité déjà depuis quelques années maintenant, avec l'aide de Damien Coquart aussi de la Charte, où on a fait des prises de vue, des prises de son, de personnes qui sont maintenant déjà parties, et ce qui est plutôt intéressant aussi et passionnant, qui nous a beaucoup servi ici, mais Huguette y reviendra aussi. Et donc, cet ouvrage-là, donc on l'a fait à 4. Huguette a été, comme l'a dit Michel, une personne importante dans sa rédaction, dans sa correction aussi, mais ça vous le savez bien, et dans la mise en page. Et après, c'est vrai que j'ai, à mon humble niveau, apporté une expertise que j'ai pu avoir grâce à mes études et à l'expérience que j'ai depuis quelques temps, la comparaison aussi, parce que on va détailler pas tous les sujets, mais certains sujets, et on sait que, et plusieurs dans la salle ici savent que certains sujets sont compliqués sur cette période-là de la Seconde Guerre mondiale, toujours aujourd'hui en 2023, et donc on a voulu dire la vérité au mieux, parce que c'est cette méthode-là qu'on doit s'affilier, c'est dire la vérité, rien que la vérité, pas transformer ou diriger vers quoi que ce soit, et dire ce qui s'est vraiment passé. En plus, on a la faculté, tous les quatre, de bien connaître le territoire, d'en être issus, des territoires de l'Arve des Vallées du Thouet, et de savoir où on en est aujourd'hui, comment on a pu en arriver là aussi dans certains points de vue. Les bâtiments, certains sont restés, le coin de Reluché, dont vous avez entendu l'histoire, a évolué, la végétation a repris ses droits, et grâce à des initiatives personnelles, locales, associatives, on l'aperçoit, on l'imagine, parce que des fois, il faut beaucoup imaginer aussi ce qui a pu se faire, ce qui a pu se dire, sans se mettre à la place d'eux, parce que c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de retranscrire ce qui s'est passé, avec ce qu'on a, avec une méthode qu'on a essayé de s'affilier, qui était d'avoir au moins 3 sources pour valider un sujet à 100% ou un argument. Et les sources, même si on pensait qu'à une époque, on n'avait pas beaucoup, ou pas du tout, il y en a. Et vous le verrez ici par les images qu'on a trouvées, les photos, et aussi les documents d'archives, ce qui est plutôt passionnant et intéressant. Et pour finir, ce qu'il faut se dire, c'est que l'Arve des Vallées du Thouet a vécu la Seconde Guerre mondiale et n'a pas fait que l'avoir passé. Et le camp de Reluché en est un exemple, il n'y a pas que ça. Et notre territoire a été marqué durablement par cette période compliquée, mais forte aussi, et le territoire s'en sort bien ressorti, et avec des chocs de culture qui se sont passés, notamment grâce au camp, avec le camp, avec le passage de républicains espagnols, de polonais, et de toutes les colonies des 5 océans du monde, où les Arvaudais et les habitants du Val du Thouet ont découvert des populations qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ont découvert et qu'ils ont appréhendé différemment que dans les livres ou dans la propagande ou dans certains spots publicitaires qui pouvaient déjà exister à l'époque. Donc c'est intéressant d'étudier cela et de comprendre comment les gens aussi ont pu percevoir ce moment-là, même si, comme on dit, c'est pas si loin que ça en histoire, mais il y a des choses qui sont compliquées à imaginer, je pense, aujourd'hui, et l'actualité et tout ce qui peut se passer peut aussi nous ramener un peu sur Terre, sur ces éléments-là. Donc voilà, c'est les éléments que je voulais vous confier ici, après on aura le temps d'échanger, évidemment. Bien, merci Mathieu, tu as brillamment évoqué des événements nationaux qui ont été marquants pour notre territoire,
Mais pour toi, Huguette, ce livre fourmille surtout de faits locaux dont tu t'es fait des porte-parole. Comment as-tu opéré pour collecter ces événements, les mettre en rapport avec les événements dits nationaux, voire mondiaux, qui ont jalonné ce conflit? Bonsoir à tous et merci Michel de me passer la parole. Eh bien, ça a été à la fois simple et un petit peu angoissant parfois, parce qu'on a essayé j'ai essayé, et nous tous, on a essayé de retracer les grands événements nationaux, et puis d'y faire correspondre des événements locaux. Et on s'est dit, il va y avoir des périodes, des événements pour lesquels nous n'aurons pas de témoignages. Et en fait, très peu. Je vous en parlerai tout à l'heure. L'un d'eux, oui, nous a manqué de témoignages. Sinon, on a rencontré des tas de gens qui nous ont dit des choses et qui ce soir nous en disent encore. Ça, c'est assez extraordinaire et ça, je crois que c'est pas près de s'arrêter. Donc, il a fallu, bien entendu, revoir un peu l'histoire, parce que l'histoire, elle était un peu éloignée. Je suis plus élève depuis longtemps, donc se remettre dans le goût du jour. J'étais je suis tombée un peu dans la marmite parce que mon père a vécu cette période et ça l'a beaucoup marqué. Donc on en parlait beaucoup à la maison. Donc d'où l'intérêt, comme le disait Mathieu, familial, local, etc. Et puis voilà, on s'est lancé dans la recherche de témoignages. Et là c'était un vrai bonheur parce que je voudrais remercier tous les gens qui ont témoigné et qui sont là ce soir. Il y en a beaucoup. Et ils nous ont apporté des documents, ils nous ont fait surtout une énorme confiance. Ils nous ont apporté des documents, ils ont passé du temps, des journées entières, des après-midi entières, etc. Et c'est comme ça qu'on a pu mettre en miroir, le mot est très évocateur, on a mis en miroir ce qui s'est passé chez nous et ce qui s'est passé au point de vue national. Je pense que Mathieu, tu lui en parlais tout à l'heure, ce n'est pas le cas par exemple de la Première Guerre mondiale, où on était loin des fronts de combat et on attendait de savoir malheureusement quels soldats avaient péri dans les combats, etc. Tandis que là, on était vraiment pas au cœur du combat, mais il y avait beaucoup de choses qui avaient des retentissements sur la vie locale, notamment les 2 derniers chapitres qui ne sont pas présentés dans un ordre chronologique, mais toute la vie pendant l'occupation. La vie pendant l'occupation, c'était se nourrir, se chauffer, etc. Des choses aussi simples que ça et bien plus dramatiques. Et les sentiments, j'ai tenu à travailler sur un peu les sentiments que j'ai appelés entre peur et liesse, parce qu'il y a eu en effet un sentiment dominant qui est la peur. Et puis la liesse est venue évidemment avec la libération, mais ça n'était pas la fin de la guerre. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question, Michel? Oui, bon, très bien. Donc évidemment, on est en direct là ce soir, et on avait décidé de commencer par, selon l'ordre chronologique, par rappeler l'immigration polonaise. Nous attendons une famille qui a traversé la France et qui est un peu en retard. Donc on va bousculer un peu notre ordre, et notre ordre chronologique, mais ils vont venir. Donc si Mathieu, si tu veux bien, on va passer à la deuxième question. Tu veux l'introduire, Michel? Eh bien, je pense... Alors on est en direct. Je pense que... On avait prévu effectivement de parler dans un premier temps de la présence des réfugiés polonais et nous allons maintenant plutôt débattre du chapitre de la résistance, car dans notre secteur, effectivement, on a connu beaucoup de faits de résistance. Alors, il y en a certains qui sont très connus, mais justement, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins connus et qui sont tout aussi importants. Et donc, Huguette se fait le porte-parole de ces héros du quotidien, en quelque sorte. Le porte-parole, c'est compliqué, et c'est une histoire, on en parlait tout à l'heure, c'est une histoire très, très sensible. Donc, on y est allé avec beaucoup de précautions, puisque la mémoire s'empare, la mémoire de tous les jours, s'empare de faits et la transforme au fur et à mesure. C'est peut-être ça aussi le travail de l'historien. Rien n'est jamais figé, et on sent bien que la résistance fait partie de ces événements qui ont beaucoup évolué dans les mémoires. Donc, vous savez tous, je pense, que Saint-Loup a été et son voisinage, bien entendu, a été un important foyer de résistance. Mais on a découvert qu'il y avait des petits villages à côté, comme Iray, par exemple, où il y a eu des réserves. Mais je ne vous le dis pas, vous le lirez dans le livre.
C'est hyper intéressant. Il s'est passé des tas de choses, des aviateurs américains qui ont été cachés par des gens très très courageux. Vous le lirez là. On va parler de Saint-Loup et de son entourage. Donc la partie réservée à la résistance, elle occupe une place prépondérante dans notre vie. C'est vraiment sans surprise quand on sait les actes de résistance qui ont lieu non seulement à Saint-Loup, mais dans son environnement proche. Je parle de Maisontier, où il y a des gens qui ont été déportés, qui ont perdu la vie. Je pense à Loin, où il y a eu des actes assez hyper courageux. Et puis des maquis, à Veluché, il y a eu un maquis, alors on l'appelait un triangle, mais bon, c'est pareil. Et puis à Ripert, etc. Donc tout ça, vous le trouverez dans le livre. En effet, il y a eu sur le territoire de Saint-Loup de très fortes personnalités. Je pense que je n'apprendrai pas grand-chose en disant que le docteur Boucher était une cheville ouvrière de la résistance. Mais il n'a pas été seul, il a su entraîner dans son sillage beaucoup de villageois et qui ont été vraiment convaincus de la nécessité à cette époque de combattre l'occupant. Et ça s'est fait dès l'occupation de la France, vraiment tout de suite. Ils ont rallié des réseaux, ces gens-là. Ils ont peut-être au début commencé par faire des actes individuels, mais très très vite ils ont rallié des réseaux importants. Ils se sont formés en groupes locaux. Il y en a qui sont restés au niveau local et qui n'ont pas cherché à aller plus loin chercher plus loin les réseaux. Et ils ont pris le maquis, beaucoup. Donc Maisontier, Saint-Loup et Loin ont payé un très très cher tribut à leur courage et à leur détermination. Donc on va entrer dans les témoignages vivants, puisque nous avons parmi nous Annette Mingré-Loubeau, qui est où? Voilà. Si Annette, tu veux bien monter? Et Annette est la fille de Rémi Loubeau, qui a eu une grande importance dans le réseau de Loin. Quand je t'ai rencontré, tu as parlé du caractère trempé de ton père, de sa détermination à vivre libre dans son pays. Il était très humilié de l'occupation. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de la personnalité de ton papa, qui n'avait pas peur quand il allait faire un travail de sabotage ou quoi que ce soit? Donc c'est pas à moi de le dire, c'est à toi. Merci. Mon père était quelqu'un de très discret, c'est sûr, et très fort intérieurement. Et plus tard, enfin, j'avais 15 ou 16 ans quand j'ai commencé à comprendre ce que mon père avait réellement fait. Mon père ne parlait jamais de ce qui s'était passé. Je ne savais pas. Je voyais des gens passer chez moi. Mes parents avaient un café. Je les voyais passer à la maison. Je ne savais pas qui étaient tous ces gens, pourquoi ils parlaient de guerre, pourquoi ils parlaient de certaines choses. Et puis un jour, j'ai dit à mon père, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Loup? Pourquoi on parle de toi et tout ça? Et je lui ai fait écrire son témoignage. Et ce témoignage, je l'ai eu au bout d'un certain temps. Et là, j'ai compris ce qui s'était passé. Mais mon père m'a dit que c'était pour défendre la France. Et c'est parce que je ne voulais pas accepter tout ce qui s'est passé. Tout ce qui se passait, les familles étaient détruites, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et il fallait absolument que je fasse quelque chose. Et j'ai pris le relais du docteur Boucher pour arriver à sauver la ville de Saint-Loup surtout. Parce que Saint-Loup était très menacé. Et j'ai compris tout ça. Et je me suis dit, finalement, il a eu raison. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais comment a-t-il pu faire? Parce qu'il travaillait la journée, la nuit, il faisait ce qu'il avait à faire. Et vraiment, tout ce qui s'est passé, c'était vraiment une horreur pour lui, pour les autres bien sûr, mais c'était quelque chose qu'il devait faire. Je me dis maintenant, bon, il a eu raison de faire tout ce qu'il a fait, je pense. Et je me dis que s'il y avait des gens qui se levaient actuellement, ce serait très bien aussi pour faire ce qu'il y a à faire actuellement. Merci beaucoup. Oui, bien. Je ne vais pas raconter cet épisode parce qu'il est dans le livre. Il s'agit donc d'un avion qu'on a commandé à partir de l'Angleterre. C'est l'opération Cénéry 2, parce qu'il y en a déjà eu une première qui était du côté de Niort. Et justement, à Niort, il y a un aviateur qui s'était posé et qui s'est embourbé. Et cet aviateur, il fallait absolument donc l'exfiltrer en direction de l'Angleterre. Donc on a organisé en décembre 1943
l'atterrissage d'un autre avion Lysander dans un terrain sur Écousset. Et ceux qui connaissent le coin, là-bas on s'en doute pas, au moins, c'est sûr et certain. Et c'était une opération vraiment risquée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'y avait pas de GPS, etc. Il fallait traverser les lignes ennemies, il fallait se poser. C'est vrai que Écousset n'est pas sur toutes les cartes de France, hein, et le terrain où il s'est posé, c'était donc un acte héroïque et en même temps d'une grande difficulté. Alors, si je parle de cette opération, c'est aussi pour rendre hommage à un certain Élie Dubois, qui lui était donc agent envoyé à Tenzin. Et en tant qu'agent envoyé, c'est lui qui connaissait bien le terrain et c'est lui qui a préparé cet atterrissage de nuit. Et donc là encore, on a voulu rendre hommage à ce résistant et on a la chance d'avoir son petit-fils aujourd'hui parmi nous et je demanderai donc à lui aussi de bien vouloir s'avancer pour qu'il nous dise l'image qu'il a gardée de son grand-père. Je vais m'asseoir parce que c'est d'une façon très modeste et très émouvante que je suis ici ce soir. Je représente la famille de mon grand-père, Élie Dubois, et c'est grâce à ma maman qui a 102 ans, qui est encore en vie et qui nous pousse à ce devoir de mémoire très important. Et avec Monsieur Rallon qui est dans la salle, avec toute votre équipe, nous avons appris que notre grand-père, en fait, était très impliqué dans la résistance. Moi, j'ai connu mon grand-père à Tenzin durant où il était ingénieur des ponts et chaussées. J'avais 8 ans à cette époque-là, à partir de 8 ans. Et mon grand-père était très discret sur ces affaires de la résistance. Et on a appris, grâce aux souvenirs français et à tout le travail des équipes locales, que ces faits plus directs de la résistance, plus locaux, et ça nous a énormément touchés. On savait que notre grand-père avait fait de la résistance, il avait été dénoncé et à son retour de Buchenwald, donc il nous accueillait dans son bureau des ponts et chaussées. Mais on ne savait pas du tout ces faits. Et ça nous a beaucoup touchés de voir tous ces faits locaux de résistance. Là, on touche du réel, on touche du concret. Et je trouve que ça nous a beaucoup émis. Et toute la famille a été très intéressée par la constitution de ce livre. On vous remercie de vos remerciements, mais c'est notre mission, le souvenir français, justement, de faire revivre des épisodes qui sont souvent méconnus. Et vous disiez vous-même, Monsieur Dubois, eh bien, ces gens qui ont fait de la résistance, qui ont fait plus de Buchenwald, etc., eh bien, après, ils ont tiré pas gloire, ils ont parlé à peine. Donc, à nous de souvenir, n'est-ce pas, M. Deravanché? Il a eu l'immortalité. Alors maintenant, la suite, je ne sais pas, c'est Huguette qui décide. Ah non. Qu'est-ce que fait la société, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été divisée. On disait d'une manière un peu abrupte, il y avait les résistants, il y avait la collaboration, puis entre deux, il y avait un ventre mou qu'on appelait souvent les non-consentants. Eh bien, à l'opposé de l'attentisme, parce qu'en fait, dans ce ventre mou, on attendait, il fallait bien se nourrir, il fallait bien bouger, c'était pas simple du tout. Donc, à l'opposé de l'attentisme, il y a eu la collaboration, bien entendu, mais la générosité a pris des formes très très nombreuses et s'est exercée à l'adresse de diverses victimes de l'occupation. Je disais tout à l'heure, faute d'informations et de témoignages, les sévices endurés par les Juifs ne sont pas très peu évoqués parce que nous n'avons pas de témoignages. On a peut-être une piste, il va peut-être y avoir des recherches à ce niveau-là. Ces conditions juives n'est évoquée qu'à travers la reconnaissance de 2 familles de justes parmi les nations dans notre territoire. Je me plais à redire ce que Simone Veil en écrivait.
Ils font partie de ces lumières qui ont refusé de s'éteindre, qui ont bravé la peur pour venir en aide aux Juifs au péril de leur vie. C'est le cas de Lucille Marie Gaudry, qui est née à Barou, qui a été reconnue juste parmi les nations à titre posthume en 2012 et qui a été honorée localement à Barou en 2016, où elle repose. Frédéric Psaltis et des membres de sa famille sont là ce soir pour nous apporter des précisions concernant cet épisode qui a honorablement marqué sa famille. Mesdames, Messieurs, je vous parle au nom de ma famille, la famille Psaltis-Gaudry, qui remercie sincèrement le Souvenir français de cette attention. Nous nous sentons honorés et fiers de voir nos parents intégrer ce mémorial avec ce remarquable ouvrage qui fait que des personnes sont devenues des personnages. Je suis encore ému. Au comportement exemplaire durant la grande épreuve, comme le disait si bien le général de Gaulle. Alors que les risques encourus étaient bien au-delà de ce qu'ils pensaient, n'oublions pas qu'ils n'avaient pas, enfin, ma famille n'avait pas de télévision, de journaux, évidemment, de presse régulière. Voilà, c'était du grand flou. Surtout ce qui pouvait se passer au-delà de la ville de Niort. Parce que c'était à Niort ce qui s'est passé. Alors que les risques donc encourus étaient bien au-delà de ce qu'ils pensaient, mais ils l'ont fait parce qu'ils se sentaient en devoir d'aider leurs prochains par conviction et par croyance religieuse également. C'est via donc un réseau catholique que ma grand-mère a accueilli la famille Bodenheimer. Aujourd'hui, c'est le devoir de mémoire. Comme on sait ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, c'est le devoir de mémoire qui nous réunit pour leur rendre hommage. Notre grand-mère Lucille et notre mère Luce ont fait preuve d'humilité, de générosité pour sauver de la barbarie une famille juive, la famille Bodenheimer. Pour la période d'avril 1943 jusqu'à la libération de Niort, le 6 septembre 1944, et pour se voir régulièrement après-guerre, tellement cette amitié réciproque a grandi. Vous voyez, il y avait bien au-delà le fait de prendre le risque d'accueillir. Il y avait quelque chose de fort entre eux. Je n'ai pas eu la chance de connaître toute la famille, car des chemins différents ont été pris à partir des années 1960. Mais quand j'ai réussi à contacter au téléphone en juin 2009, seulement parce que ma prise de conscience s'est faite dès lors que ma mère, dans cette période des années 2005-2010, souhaitait quand même qu'on évoque ce que ma grand-mère a fait. Voilà. Le dernier vivant de la famille, M. Bodenheimer, a une telle joie et une émotion, je la ressens encore à travers de lui, en lui de retrouver au plus vite ma mère, car elle s'était si bien occupée de lui. Voilà, c'est cette grande humilité qu'a eu aussi ma mère de prendre le risque de l'emmener à l'école, au collège, à Niort. Nous réitérons notre fierté et nos remerciements à toutes les personnes qui comprennent notre esprit de famille. Un esprit de famille qui n'a pas à rougir, car non seulement aussi, notre père était résistant gaulliste et mon grand-père résistant communiste. Voilà. Donc le fort caractère de ma grand-mère, après-guerre, on savait qu'elle a un caractère, d'autres m'aimaient, mais elle parlait très peu de ça, comme mon père résistant gaulliste. Et vient un moment donné où il faut parler, parce que, comme on disait, le devoir de mémoire, plus qu'aujourd'hui, est important. Mais aujourd'hui, particulièrement, vraiment, on reçoit ça de plein fouet. De plein fouet. Oui, si mes parents étaient là, ils seraient comme moi dans l'émotion. Bien sûr. Parce que, voilà, il faut rester unis face à ces nouveaux actes antisémites qui sont de plus en plus violents. Désolé. Non. J'ai trop d'émotion. Merci à toi. Voilà. Donc Paulette Habary, eh bien voilà, je l'ai appris par Marie-Hélène. Elle a fait partie aussi de ces gens qui, modestement, ont apporté une belle pierre à l'édifice. Merci pour elle. Oui, j'entendais quand même derrière, excusez-moi, j'ai un problème technique de pile. Merci pour vos témoignages et ces éléments-là qui sont que des pierres effectivement dans cet édifice de la mémoire qui a commencé à être construit il y a quelques années, qu'on amplifie aujourd'hui, qu'on espère amplifier aussi au fur et à mesure des années, parce que j'espère que la publication de ce livre, comme du mien, vont appeler à la mémoire, à une nouvelle mémoire aussi qui va s'ajouter.
Parce que le principe d'un livre, c'est que beaucoup de gens viennent après vous présenter les choses, et ce qui est passionnant. Et ici, vous avez un livre qui va au-delà de ce que j'ai pu faire personnellement sur le camp de Velucher, sur la mémoire vivante. En tant qu'étudiant en histoire, même en tant qu'historien, on doit toujours faire attention à la mémoire vivante, mais c'est l'élément le plus passionnant, le plus émouvant aussi, même si on nous forme à ne pas avoir d'émotion face à l'histoire, pour ne pas avoir de parti pris, effectivement. Là, cet ouvrage-là va au-delà de ça, évidemment, mais en histoire, on fait toujours attention, toutes les périodes, évidemment, même si ce qui est plus proche de nous fait plus écho, parce qu'on a entendu parler, parce que notre patrimoine familial résonne un peu là-dedans aussi, donc ce qui est passionnant, et puis on l'a vu ici, et merci encore. Donc voilà, c'est un élément important ici, et en se disant que pas tous les éléments nationaux ou internationaux de la Seconde Guerre mondiale ont eu un reflet ici en erreur de Val-du-Touet, mais les principaux l'ont eu. Et c'est vraiment passionnant et intéressant de le dire et de le travailler ensemble, parce que dans la méthode de travail qu'on a eu tous les quatre aussi, à se réunir très très régulièrement, et aussi avoir des échanges de mails très très importants, c'est ce qu'on a vu aussi dans nos débats, tout ça, parce que en plus de travailler, c'est vrai qu'on est parti sur les débats, des fois très, très longs. La conférence de presse l'a été aussi il y a 2 semaines. Et ça appelle toujours quelque chose. Et ça nous mène à aller plus loin encore. Ici, il n'y a que 200 pages, mais on aurait pu faire 600 ou 1000 pages peut-être, je vois. Mais ouais, ce qui est intéressant et passionnant à avoir. Oui, alors, dans ce même esprit, je voulais dire un peu sous la forme d'une boutade, c'est que nous n'avons pas eu la chance de travailler comme des historiens. C'est-à-dire que ça fourmille aussi de sentiments, de petites choses qu'on n'a pas pu qu'on ne peut pas se retenir, alors qu'un historien, lui, il est dans les faits, il est dans la rigueur. On est dans la rigueur aussi au niveau historique. On l'a essayé, j'espère qu'on a réussi. Mais en tout cas, on a pu y ajouter ces petites pointes d'émotion que l'historien ne peut pas se permettre, je pense. Mais, voilà. Donc Michel. Bien, je ne sais pas, moi aussi, ce que je dirais en conclusion, c'est que ce livre, tous ces récits qu'on a rencontrés, tous ces témoignages, c'était plein d'émotions. C'est pas pour dire, mais ce livre, ça se lit donc effectivement avec la tête, mais également avec le cœur. Parce que on rejoint du vécu, du quotidien, de l'humain. On a souvent l'impression que l'histoire s'est désincarnée, et là je crois qu'on a réussi à donner corps à cette histoire, la grande histoire, la petite histoire, tout ça, ça ne fait qu'une seule et même histoire, c'est notre histoire, c'est notre passé. Voilà, c'est ce que moi j'en ai retenu. Et peut-être que Jean-Pierre aussi peut avoir quelque chose à dire pour terminer. Moi, pour terminer, je dirais seulement, moi, j'ai surtout participé à la construction de ce livre sur le camp de Velucher, puisque le camp de Velucher, je le vois, je l'ai vu, je le vois toujours, et j'ai eu plaisir avec Roland, avec mon ami Roland, malheureusement décédé, à contribuer à la mettre en place, ce lieu de mémoire qui aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, est fréquenté, largement fréquenté par les gens du secteur, mais pas seulement. On voit des voitures, moi j'en vois, parce que je prends cette route régulièrement, je vois des voitures avec des immatriculations, même si aujourd'hui ça ne veut pas plus dire grand-chose, ça donne quand même une indication quelquefois, et on voit qu'il y a des gens de loin. Et moi je m'arrête quelquefois, je leur pose des questions. Ils viennent de loin. Et il y en a qui viennent de très près aussi, qui ne le savaient pas. Alors c'est quand même une satisfaction. Voilà. Sur le reste, bon, je n'ai pas besoin de vous dire, toute la construction de ce livre, Huguette a fait un travail remarquable. Nous, là-dedans, on n'a pas corrigé parce qu'on n'en est même pas capable, mais on a relu et on a essayé d'apporter notre grain de sel à ce qu'elle nous proposait. Et je dois dire que... Félicitations. Alors, peut-être que je vais tout de suite passer à la fin.
Vous pourrez naturellement venir retirer les livres. Alors, il y a la table de gauche qui est celle qui est pour les livres déjà réservés, déjà commandés. Celle du milieu, vous pourrez également retenir si vous n'avez pas commandé de livres. Et il y a une troisième possibilité aussi, donc c'est que si jamais des gens ne sont pas là et qui veulent absolument obtenir ce livre avant qu'il soit épuisé, parce que ça va aller vite, eh bien, il y a l'épicerie à Hervaux qui aura quelques exemplaires, mais et également la librairie pour ceux qui sont de Thouars qui s'appelle Brin de lecture. Voilà. Donc, peut-être si nos derniers invités arrivent, on pourrait peut-être et maintenant répondre à vos questions. C'est vrai que vous aurez beaucoup de réponses dans le livre. On ne va pas tout vous dévoiler non plus. Et Michel a expliqué au début de la présentation qu'on a répondu à une demande de subvention, on a fait une demande de subvention du FDVA, et avec cette idée-là déjà qui datait de faire, de mettre sur le papier, on va dire, l'histoire locale de la Seconde Guerre mondiale, donc on est parti là-dessus, et en faisant un état de tout ce qu'on avait, ce qui était déjà important et prépondérant avec le camp de Voluché effectivement, mais avec plein de petits morceaux de plein de petites choses. Et c'est vrai que Huguette a fait un travail important de collecte de mémoire complémentaire assez important, et on se rend compte que finalement c'est un grand puzzle où il manque encore quelques pièces, effectivement, vous le verrez, et on a encore des choses à découvrir. Ce qui est la joie de l'histoire et cette passion-là aussi, Marie-Diane Hellen, qui est ici, a écrit un livre récemment sur les Juifs dans le Thouarcais, et puis on a encore plein de choses à découvrir, je pense, sur ce sujet-là aussi. D'autres historiens aussi dans la salle le savent et le comprennent. Et donc, peut-être qu'il y aura un tome 2, ou une suite, ou autre chose, mais il faut se dire que l'histoire est vivante. L'histoire n'est pas poussiéreuse, elle se vit à plusieurs, et elle se vit avec des témoignages, avec des rencontres, et des rencontres heureuses aussi. C'est une expression que je prends à Michel Juillet aussi, qui a une part importante aussi dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale sur le territoire, notamment sur Saint-Jouin-de-Marne principalement, et Moncontour. Et donc, on est tous à notre niveau. Je crois que Gilles Hamel aussi, dans la salle, au niveau de Courget, voilà, a écrit aussi ce sujet-là. Et après, il n'y a pas que ce sujet-là, évidemment, sur l'histoire locale. Mais on a encore la possibilité aujourd'hui d'avoir des éléments sur la Seconde Guerre mondiale. Donc si vous, chez vous, ou dans votre mémoire, ou dans des personnes que vous pouvez connaître qui sont plus sur le territoire et que vous voyez toujours, n'hésitez pas à nous transmettre et à nous informer de toutes les choses que vous pouvez savoir, ce que vous avez aussi sur cette période-là passionnante. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Tout a été dit, je pense qu'on a fait. Il faudrait quand même que vous sachiez qu'on a pris énormément de plaisir à écrire ce livre. Ça fait partie des choses qu'il faut dire. Certes, on y a passé du temps, on a eu le syndrome de cette page blanche parce qu'on s'est dit on a tellement de choses à dire, et puis on commence par quoi? C'était un travail un petit peu de puzzle, mais Mathieu l'a très très bien dit. Donc on a été bousculé un petit peu dans nos habitudes d'écriture. C'était pas une écriture linéaire du tout. On y a pris beaucoup de plaisir, et on a appris vraiment beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses au niveau historique, mais humainement, dans les relations. Et on a rencontré des tas de gens d'horizons différents, de villages différents, etc. Donc on n'est pas prêt, comme dit Mathieu, à faire un deuxième tome, parce qu'il faut qu'on respire un tout petit peu, mais on ne sait jamais. Oui, que je parle du souvenir français. Non, c'est pas moi qui vais en parler. Je vais donner la parole au général Rocher, donc, que j'ai présenté tout à l'heure comme étant notre délégué départemental du souvenir français. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Bon, rassurez-vous, nous ne sommes pas là pour faire des adhésions, hein, mais simplement pour participer à ce bel événement. Alors, en tant que
en tant que délégué général des Deux-Sèvres, je voulais d'abord féliciter ceux que vous appelez maintenant les 4 mousquetaires, puisqu'il faut les appeler ainsi, hein, et qui ont fait quand même un travail remarquable, avec un énorme travail de correction, d'écriture et de correction de la part du Guette. Et c'est vrai que on a beau lire et relire, je crois qu'on trouve toujours des fautes. Il faut laisser reposer et on espère que c'est parfait. Mais aussi, après avoir félicité les 4 mousquetaires, il faut aussi remercier toutes les personnes qui ont participé à ce livre. Parce que c'est quand même un livre de témoignage. Un travail historique, évidemment, mais surtout un travail de témoignage d'une région, d'un canton, d'une ville, fait par ses habitants, fait par les gens qui ont vécu cette période. Donc le Souvenir français est bien entendu une grande association mémorielle, hein, qui, avec ses comités et ses membres, a les pieds solidement plantés, hein, dans les terroirs. Et je ne peux que me féliciter de cette action entreprise pour rapporter et dépeindre la vie et le quotidien des Ervaudais, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une période difficile de notre histoire, parfois non apaisée, hein, on en parle, la collaboration par exemple, hein, mais il est urgent et utile, hein, de retracer avant que ces souvenirs ne s'estompent et que les documents ne disparaissent à jamais. Le Souvenir français a à cœur de participer à ce genre de travaux, en collaboration ou en soutien des associations ou des personnes qui veulent perpétuer le souvenir et laisser à la postérité les traces de notre passé et de notre histoire pour la connaissance des jeunes générations. Je crois que c'est le point vraiment le plus important, c'est qu'on a une grande tendance à oublier les choses, hein, à laisser partir les souvenirs, et on a un devoir, enfin, vous les plus anciens et nous les un peu moins jeunes, hein, à former, à éduquer, hein, la jeune génération de citoyens. Et il y a beaucoup à faire de ce point de vue-là. Dans notre département, nombreuses sont les actions de mémoire. J'en citerai quelques-unes qui ont déjà été citées. Bien sûr, le livre de Mathieu sur le camp de Véluché, l'action du Centre régional Résistance et Liberté de Thouars, hein, sur la résistance en particulier, les actions de la Société d'Histoire, d'Archéologie et des Arts du Pays Thouarsais, la CHAPT, le livre en cours de réalisation également de l'association Histoire du patrimoine bressuirais, qui paraîtra en 2024 sur les 100 personnages du Bressuirais, ou l'action de personnes civiles, comme M. Gilles Hamel de Courget, sur la vie des soldats de la Grande Guerre. Le but de tous ces historiens, c'est de rappeler, de faire ressurgir l'histoire des héros ordinaires. Les héros ordinaires sont nos concitoyens qui ont agi, hein, à travers des actions personnelles dans des périodes difficiles, comme le Souvenir français essaye de conserver les tombes des poilus dans nos cimetières communaux, parce que nous considérons que ce sont des héros ordinaires. Bon, le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire, disait Nietzsche, et c'est pour cette raison que cette initiative de livre sur l'histoire locale, hein, me semble précieuse. Je voudrais enfin ajouter que les bénéfices, hein, réalisés par la vente du livre, hein, ne vont pas servir à offrir un voyage aux Seychelles à nos 4 mousquetaires, hein, mais vont servir à l'entretien, à toutes les actions du Souvenir français ou du comité local du Souvenir français concernant la réfection, la restauration des camps, des tombes et des carrés militaires. Voilà. Donc j'espère que vous participerez activement à la réussite de ce beau projet et je vous remercie de votre attention. Merci. Donc peut-être Olivier, à son tour, peut nous faire part de son sentiment
Et non pas dire le mot de la fin, parce que nous avons des invités, peut-être que Huguette peut tout de suite les présenter quand même. Oui, on attend une famille, vous verrez, sur la page 39 du livre, une petite fille complètement enfouie dans une jolie robe de baptême. C'était en 41. Cette petite fille, on l'a rencontrée par l'intermédiaire de Sophie, qui est là, Sophie Miziec, au musée. Elle est toujours là, Sophie. Elle va venir. Et qui l'a mise en relation avec Mademoiselle Giroir, qui est aussi parmi nous. Cette petite fille, elle a fait des centaines de kilomètres aujourd'hui pour être là ce soir. Et elle arrive. Il y a eu des petits ennuis sur la route, je pense. Et elle arrive. Elle a fait le voyage exprès, enfin, pour nous. Je trouve ça vraiment très, très, très émouvant. On l'attend, mais monsieur le maire monsieur le président de la communauté de communes, pardon, va nous introduire tout ça. Merci, bonsoir à toutes et à tous, ma chère Huguette, Jean-Pierre, Michel, Mathieu, en général. C'est avec beaucoup de plaisir forcément que je suis présent ce soir pour effectivement le lancement de ce livre. Chacun va pouvoir le découvrir en rentrant chez soi ce soir et pouvoir le parcourir. C'est vrai que cette initiative, vous m'en aviez parlé il y a déjà quelques temps, et effectivement il ne m'a pas fallu beaucoup insister pour convaincre à la fois les élus de la commune d'Hervaux, à la fois les élus de la communauté de communes de l'Hervaudet-Val du Thouet, pour faire en sorte d'adhérer au projet, faire en sorte de pouvoir le faire émerger. Et pour faire émerger un tel projet, effectivement, on l'a tous dit, et je m'associe à tous les propos qui remercient les auteurs, les co-auteurs, on va dire la rédactrice en chef peut-être, Huguette, mais il faut aussi, malheureusement, quelquefois un petit peu d'argent pour lancer les choses. Et je trouve que c'était une belle reconnaissance d'une part pour celles et ceux qui souhaitaient s'investir à l'écriture de ce livre, qui témoigne du passé de l'Hervaudet, du Val du Thouet, de notre territoire, du territoire où nous vivons les uns les autres, et qui puisse demain servir comme ouvrage de référence en tant que tel, en ayant compilé effectivement toute cette partie de l'histoire. Alors effectivement, j'ai bien compris qu'il y aura un tome 2, un tome 3, un tome 4. Je vous y engage, messieurs, dames, puisque vous êtes très bien partis. Puisque Mathieu disait, j'ai compris 6, 7, 800 pages, et donc là vous n'en avez fait que 200. Donc je vous invite à continuer, parce que c'est directement la mémoire, notre mémoire, la mémoire de nos parents, grands-parents, que nous avons besoin de transmettre. Ce sont les valeurs du souvenir français, la transmission. Et donc, dans cet écrit, nous allons pouvoir maintenant découvrir, partager, eh bien, c'est comment l'histoire de notre territoire va pouvoir se transmettre de génération en génération, sans oublier effectivement l'ensemble des événements de cette période sur notre territoire. Tout à l'heure, effectivement, Mathieu, je t'ai écouté resituer les territoires. Moi, j'ai une pensée aussi pour Borg-sur-Hervaux. Personne ne l'a cité, mais j'espère bien qu'il est cité. Mais Mathieu était parti du côté de Saint-Jouin-de-Marne, notamment. Et puis, je voyais Dominique, notre maire délégué de Borg, qui est là aussi. C'est aussi l'histoire des gens de Borg. Mais on sent bien qu'entre Iray, effectivement, où vous avez révélé un certain nombre d'éléments au regard des échanges que vous avez pu avoir avec les personnes qui se trouvaient ici, et les échanges que vous avez pu avoir, eh bien, vont laisser véritablement une trace de toute cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc en tout cas, un grand merci. Je pense que la personne attendue arrive, mais vraiment à Huguette, s'est absentée, à Michel, Jean-Pierre, Mathieu, un grand merci pour l'ensemble de votre travail, puisque c'est des heures et des heures et des heures. Mais vraiment, la volonté, c'était de pouvoir participer au travers des collectivités, puisque je représente dans ma prise de parole l'ensemble des maires du territoire, l'ensemble des conseillers municipaux, des conseillers communautaires qui ont forcément, bien entendu, poursuivi le fait de vous accompagner
dans le cadre de cette écriture de ce livre. Je ne vais pas être plus long puisque vos invités arrivent, mais en tout cas, un grand merci pour tout ce que vous avez fait. Et puis, à l'occasion de vous retrouver pour le 2e tome. Merci. Alors, je crois qu'il y a eu des ennuis de circulation. Qu'est-ce qui vous a retenu? Il y a eu des inondations? Une inondation à la maison, une fuite à changer juste avant de partir. Et le temps d'arriver et de découvrir d'où ma mère vient. Voilà, écoutez. Donc je pense que vous avez tous compris que nous accueillons Maria. Elle est venue tout au début de la guerre pour des raisons qu'elle va vous expliquer, qui sont dans le livre de toute façon, puisque nous avons consacré beaucoup de pages. Et Maria, elle est là, je vous disais, dans les froufrous, sa robe de baptême. Et nous l'avons rencontrée, puisqu'elle est venue à Hervaux pour, je pense, aussi, par devoir de mémoire vis-à-vis de sa famille et des membres de sa famille. Elle est revenue à Hervaux. Par hasard, elle a rencontré Sophie. Je vous le disais tout à l'heure, mais tu étais partie, Sophie. Donc, elle a rencontré Sophie au musée. Elle a rencontré Mademoiselle Giroir par cascade. Et nous l'avons rencontrée chez Mademoiselle Giroir. Nous avons passé un après-midi extraordinaire. Je pense que le mot n'est pas trop fort. Où nous avons parlé avec Maria, sa famille, sa fille Clarisse. Et à partir de cela, nous avons eu beaucoup de documents iconographiques, des textes, etc. Nous avons fait valider ce que nous avions écrit à Maria et à sa famille. Et Maria a eu la grande délicatesse d'écrire un petit mot de remerciement il y a un an. Et vous le verrez, ce petit mot de remerciement, où elle remercie la famille Bédin qui l'a reçu et la commune d'Hervaux qui l'a reçu aussi. Je pense que, Maria, vous nous faites le plus beau des cadeaux et on voudrait savoir pourquoi vous nous faites ce cadeau-là. Qu'est-ce qui vous a motivé? Écoutez, on a toujours dans la famille parlé de Hervaux et bons souvenirs qu'on avait malgré qu'il y avait la guerre. Et on était bien accueillis et on a que de bons souvenirs, malgré que c'était très difficile à ce moment-là. Et je crois avoir compris que vous vous êtes intégré avec beaucoup de conviction dans tout ce qui était vie associative, vie religieuse, etc. Qu'est-ce qui vous a, vous pensez, le plus aidé, si ça autre que qu'un accueil ordinaire? Vous avez participé, vous êtes fait des amis sur place, vous avez connu des gens parce que vous arriviez dans une situation compliquée. Écoutez, je suis né ici et j'ai vécu jusqu'aux 5 ans ici. Alors on avait de petites copines. Tout près parce que on avait des petites copines. On a quelques photos encore de le beau temps qu'on passait ensemble. Et vraiment, on n'a que de bons souvenirs, malgré que c'était difficile. Ça nous réjouit beaucoup, parce qu'en fait, au cours justement de témoignages divers, nous nous sommes aperçus que tous les réfugiés n'ont pas été accueillis avec chaleur. Un réfugié ardennais s'est vu reprocher par un garde forestier ou champêtre, je ne sais pas, de ramasser du bois pour se chauffer. Je pense que c'était aussi votre problème. Et ce garde lui a dit, mais monsieur, que faites-vous sur nos terres? Qui êtes-vous? Donc je suis un réfugié ardennais. Mais monsieur, vous savez bien que vous n'êtes pas chez vous. Donc ça fait froid dans le dos. Mais je pense que le territoire a très très bien accueilli les réfugiés. On dirait les immigrés maintenant. Le mot réfugié et immigré ont pris des sens un petit peu différents. Mais voilà, et ça c'est un vrai plaisir pour notre localité, enfin notre territoire, d'entendre Maria nous dire qu'elle a été très très bien accueillie. Oui, mais il y avait des Allemands qui habitaient dans le village. Alors, comme gosse, on ne savait pas qu'est-ce qu'on doit faire pour embêter les Allemands. Alors, on chantait des chansons. On habitait la rue où il n'y avait que des escaliers.
Et là, on chantait des chansons et pour embêter les gens, on terminait en leur montrer les fesses. C'était culotté. C'est écrit dans le livre. Mais en revanche, vous nous disiez, nous n'étions pas trop persécutés parce que nous n'étions pas juifs. Oui. Oui. Et est-ce que ce passage Hébron vous a marqué inévitablement puisque vous y êtes revenu? Et c'est cette chaleur humaine qui vous a fait revenir sur place? Ou simplement pour que votre famille sache où vous aviez passé les 5 premières années de votre vie? Non, ma mère, elle a toujours parlé de ce temps qu'on passait ici. Le ramassage de raisins, quand c'était l'époque. Oui, il y a des photos, oui. C'était toujours un bon moment parce qu'on mangeait très bien, parce que les gens qui nous amenaient pour ramasser les raisins faisaient un bon pique-nique pour tout le monde. Mais on mangeait tellement de raisins qu'on avait mal. La vie quotidienne a été très très dure pour vous parce que vous ne connaissiez pas la nécessité d'aller chercher le bois dans un landau, dans le fond d'un landau, etc., etc. Donc ça a dû être très dur et on vous voit sur les photos toujours avec le sourire. Donc petite fille, est-ce que vous avez ressenti cette même cruauté, cette même dureté qu'ont vécu votre grand-mère et votre mère? On s'amusait plutôt, on voyait les bons côtés. Et je viens de trouver à la maison, parce que ma soeur, elle était plus âgée que moi, et c'était... Elle a commencé l'école ici, et j'ai trouvé Ça. C'est assez extraordinaire. Clarisse m'avait dit que vous aviez conservé son livret scolaire. Oui. Petit trésor. Livret scolaire. Voilà. Donc l'année scolaire 44-45. Nom de l'élève Yolanta Budowska et cours élémentaire. Oui. Donc elle était à l'école Sainte-Agnès. Très bonne élève. N'a pas pu concourir pour les places du mois parce qu'elle n'est passée que depuis peu de temps dans le premier cours. Et on avait le bon souvenir de Dr Bourré. Mais qui vous a mis au monde, je pense. Vous êtes en photo, dans ses bras. Oui. Oui. Non, il était très gentil avec nous et tout ça. Très bien. Et le moment le plus important, c'était comme la première fois que j'ai vu mon père, quand il est arrivé d'Italie, il faisait la guerre là-bas, à Monte Cassino, et on était avec ma soeur en train de lire un bouquin dans une pièce. On a entendu quelqu'un frapper à la porte et sans qu'on dise ouvrez, il y avait un homme habillé en militaire qui entrait. Alors bien sûr on pensait que c'était un Allemand. On commençait à crier de toute notre voix. Et c'était mon père qui est arrivé. Moi, c'était la première fois que je le voyais. Là. Ma soeur s'est rappelée encore un peu de lui. Elle était contente. Elle disait, t'es contente de voir papa? Tu peux être contente, c'est ton père, peut-être c'est pas le mien. C'était un peu dur pour ma mère d'entendre des choses pareilles. Mais c'était fantastique de le rencontrer, de le montrer tout de suite. Je veux te montrer comment on porte les soldats qui sont blessés. Il m'a mis sur son épaule. Et j'avais très peur parce qu'il était tellement grand, mais c'était la première fois que je le voyais. C'était mon souvenir. Et je pense que votre famille, pour des raisons que l'on ne creusera pas, n'a pas pu retourner en Pologne, n'a pas pu se réinstaller en Pologne en tout cas. C'était impossible. C'était impossible de rentrer en Pologne parce que
trois quarts des gens qui étaient militaires étaient déjà, parce qu'ils habitaient près de la frontière entre l'Ukraine et la Russie, ils s'étaient amenés tout de suite par les Russes en Sibérie. Et toutes les propriétés qu'ils avaient s'étaient amenées par les communistes. Alors c'était impossible de rentrer. Et je me rappelle parce qu'après avoir quitté la France, on a suivi mon père en Italie. Et là-bas, un jour, mon père était malade. Il y avait beaucoup de jeunes soldats qui sont venus le voir et disaient « Mais mon capitaine, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas rentrer à la maison et tout ça. » Et je voyais tous ces jeunes hommes qui pleuraient. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils pleurent ?» Et après on m'a expliqué « Mais ils ne peuvent pas rentrer à la maison, ils ont la famille. Il faut qu'ils restent ici quelque part. » C'était très dur pour eux. Je pense, si je ne fais pas d'erreur historique, l'Angleterre a permis à certaines personnes de s'installer en Angleterre dans des conditions possibles. Oui, on avait le choix. On avait le choix d'aller, je crois, en Argentine ou Angleterre. Mon père il a dit la Pologne est plus près d'Angleterre, on va rester là. S'ils ont besoin de moi, c'est plus vite pour aller se battre en Pologne. Mais vous-même, vous êtes allé pour un court séjour, je pense, en Pologne? Oui, je suis allé parce que j'ai rencontré mon mari qui était polonais, qui est venu en France. Et avec lui, je suis allé visiter la Pologne. C'était la première fois, c'était un grand impressionnant que ça m'a fait. C'est très beau. Et c'était en quelle année? 60. 88. Ah oui, 88. Vous avez peut-être des questions à poser à Maria par notre intermédiaire, parce que c'est une histoire tellement touchante. Et puis sa présence ce soir est tellement touchante. Et vous nous avez apporté de nouvelles photos, si j'ai bien compris. Oui. Merci de votre attention.